Merci Thierry. Donc, lorsque j'ai reçu un appel de M. Henri Kiefer de la société Harpagon, une société de conseil en amélioration de performance marketing, communication et digital, j'étais en train de décider de changer de site et puis j'étais aussi en train de choisir un CRM. Donc, l'évocation d'une étude mettant en avant la complexité du travail des marketeurs a retenu toute mon attention. Et j'ai immédiatement pensé que ce sujet serait parfait pour une conférence du Swiss Marketing Vaud. Donc, en effet, dans un univers où les outils sont tellement multiples, pensons par exemple au choix pour l'hébergement d'un site, au CMS, au plugin, au widget, au CRM. Il y a tous les outils de contrôle de data, de performance publicitaire, sans parler ceux de création. Nous sommes tous devenus, oui, je pense, des experts S-technologie. Donc, la question est, est-ce que tout ceci a vraiment amélioré nos performances? Si j'en juge par ma propre expérience, les 2 dernières semaines que je viens de vivre de lancement de mon site m'ont montré à quel point tout est interconnecté et à quel point il faut garder vraiment son calme. Nous ne sommes rien sans les développeurs, mais eux non plus ne sont rien sans nous. Et la clé réside vraiment dans les attentes claires formulées par le mandant et ça c'est un tips que je partage avec vous, par le paiement de la facture du dit développeur par tranche et pénalité. Ne payez jamais tout d'un coup. Attendez, ça ne finit jamais. Bref, je reviens à l'étude. J'ai pu la découvrir, elle est vraiment très intéressante. Madame Oriane Muller, directrice d'Harpagon, va nous la présenter. Et nous la commenterons en direct. En effet, avec nos 2 intervenants, je pense qu'on va faire un dialogue au fur et à mesure que les slides arrivent. Comme ça, on va pouvoir vraiment échanger. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à participer, parce que le but, c'est que nous apprenions tous. Hein. Donc, les 2 experts de ce soir, on vous les a présentés. Donc, Fabio Mancone, Chief Branding Officer de Lombardier. Et puis Pierre-Igor Cunir, directeur commercial de la CAF de Genève. Donc le message de ce soir et la mission du Swiss Marketing Vaud est de voir plus loin. Alors je cède la parole à Madame Muller. Merci. Merci Victoria Marchand de nous proposer cette intervention et on est ravis de faire... Merci, elle m'aide un peu, la Victoria. Et ravie de faire cette rentrée. Je pense qu'il faut que je m'éloigne, c'est gênant là, le double son. Il n'y a pas un double son? Non. Et ravie de faire cette rentrée. Merci à Thierry Weber de nous accueillir. Alors, juste pour vous resituer le contexte dans lequel on a commandité et analysé cette étude, Harpagon est un cabinet de conseil qui est né d'une idée toute simple, qui est celle de dire qu'on ne peut pas bien conseiller ce qu'on n'a pas adressé soi-même un jour. Donc, c'est un cabinet de conseil qui a un positionnement un petit peu particulier, parce que nous ne sommes que des professionnels, des anciens professionnels, nous ne sommes pas nés consultants, nous sommes des anciens professionnels des métiers du marketing et de la communication et du digital. En l'occurrence, vous êtes tous des potentiels candidats d'Harpagon, puisque nous allons chercher nos recrues chez les professionnels spécialistes qui vivent au jour le jour la vraie vie de ces métiers. Sauf nos jeunes recrues qu'on recrute plutôt en sortie d'école et qu'après on forme à ces spécificités. On est un cabinet franco-suisse, on est implanté à Genève et à Paris. On intervient plutôt auprès de grands comptes, mais aussi parfois de TI un petit peu plus conséquentes, même voire de PME. L'étude, on a souhaité faire cette étude et ce baromètre pour éclairer et itérer ce qu'on rencontre au quotidien dans nos missions. On a fait 107 missions pour 65 clients, des DIM, Diam, Playtex, Nux, Clarins, la Fnac, Darty, enfin, pas mal de grandes marques internationales ou plus locales, la Société Nautique de Genève, voilà. Et l'idée, c'est d'élargir ce qu'on a pu analyser et rencontrer sur un panel un petit peu plus large. Et je vais tenter, en vous présentant cette étude, justement, d'éclairer par rapport à ce qu'on rencontre au quotidien, puisqu'on va voir que le panel... donc je vais tout de suite... Voilà. Je vais déjà vous exposer le panel. Qui nous parle? Je l'ai là. Donc je clique là et là. Voilà, comme ça. Qui nous parle? Donc les personnes, nos répondants, sont 346 professionnels du marketing et de la communication sur les 2 territoires.
On voit qu'on a 63% d'hommes, même s'ils sont des métiers plutôt à tendance féminine, enfin, dans les pourcentages qu'on peut dégager. Ça, c'est le panel de répondants. Et on a 70% dans une tranche d'âge entre 30 et 50 ans. Voilà. On est plutôt sur des fonctions qui sont dans le top management, en répondant entre 40 et 17% responsables marketing communication et directeur marketing communication, donc top management et N-1, avec un niveau d'expérience plutôt de la seniorité. On voit qu'on a des répondants qui ont plutôt de la seniorité. Je passe assez vite sur cette partie-là. Et nos tailles d'entreprise, alors là, on a eu un petit peu une surprise, et c'est intéressant pour nous. On a plutôt des répondants qui sont sur soit des ETI assez conséquentes, puisqu'on est sur un chiffre d'affaires entre 100 à 500 millions à 20%, par exemple. 52% à moins de 100 millions, et on a un effectif à 48% de répondants d'entreprises de moins de 100 personnes. Donc c'est intéressant de voir et de comparer par rapport aux grands comptes dans lesquels on peut œuvrer, par rapport à des PME ou des ETI, et de voir, en fait, vous verrez que les problématiques se rejoignent. Je ne vous fais pas interagir, c'est pas... voilà. Les secteurs d'activité, donc on est prioritairement, un quart commerce, communication, un quart commerce, communication, distribution, un quart communication multimédia, un huitième agroalimentaire, un huitième études et conseils, et après les banques et assurances quand même sont présents, 8%. Voilà, alors là ça nous donne, on sait qui nous parle, donc on est déjà plus à l'aise, on se rend compte de la situation. Sur le pourcentage, donc la façon dont on a conduit cette étude et comment on a rédigé nos questions, c'est pour pouvoir travailler sur une ère où en fait on a adressé pendant des années au sein de nos entreprises de conseil la digitalisation et la transformation. Aujourd'hui c'est fait, il y a une maturité qu'on va mesurer qui va être différente, mais il y a une maturité d'internalisation et de connaissance de ces métiers-là. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui et les missions pour lesquelles que l'on adresse aujourd'hui, c'est principalement comment on gère maintenant cette digitalisation et comment on fait avec toutes les conséquences que vous allez voir pour organiser les choses à l'aube de cette digitalisation. Donc là, on s'est intéressé au pourcentage des investissements digitaux versus les médias globales. Il faut savoir que sur un investissement média, on est environ entre 5 et 20% du CA global d'une société. Ça, c'est l'investissement média communication global. Là, on voit qu'on a quasiment plus de 50%, entre 30 et plus de 30% d'investissements digitaux. Donc ça nous donne déjà une tendance de l'emprise du digital sur l'investissement média. Peut-être que vous avez un... Voilà, je pense que là, on peut faire une première intervention. Merci de vous partager. Donc, Fabio Mancone, quand j'étais venue vous rencontrer pour faire un article, ce qui m'avait tout de suite frappé, c'est que vous n'étiez pas Chief Marketing Officer, mais vous êtes Chief Branding Officer, ce qui est assez étonnant. Et vous m'avez dit, mais finalement, et je trouvais c'est très malin, finalement, le marketing, c'est de la marque. Et puis vous avez une vision toujours de la marque et vous avez inclus tous les outils digitaux, mais pas parce qu'il fallait se digitaliser, mais parce qu'il fallait transformer votre marque. C'est correct. Donc effectivement, Chief Branding Officer, ça a été c'est un titre qui est peut-être pas très usuel. Normalement on dit Chief Marketing Officer, mais la volonté au point où on était à la Banque Lombardier, les moments où je suis arrivé, c'était la volonté vraiment de transformer tous les points de contact avec les clients. Et donc, si on dit marketing, bien sûr, on est voué au contact avec les marchés, avec les clients, mais on n'est pas en train d'encapsuler l'ensemble, donc les 360 degrés de tout ce qui est contact avec les clients. Je vous fais un exemple. Si les clients se rendent dans nos locaux, que Victoria a eu l'occasion de visiter, entièrement rénovés, ils ont été entièrement rénovés, toujours dans l'esprit de l'idée de la marque. Donc on est parti de la marque, de son héritage, on l'a repositionné pour être vraiment relevant dans les marchés courants et avec les clients nouveaux qu'on a devant. Et on a après agi pour répercuter ces positionnements dans tous les points de contact client, y compris
les 3D qui peut être un siège. Mais bien sûr, on n'a pas, ça c'est la partie physique, donc les sièges, les brochures, les stylos, tout ce qui touche un client. Et en même temps, comme les clients aujourd'hui ont envie d'avoir un contact avec la banque ou avec les marques à tout moment et partout, toute la partie du digital, évidemment, aussi. Du coup, j'ai trouvé aussi, si je peux, l'étude extrêmement intéressante et pertinente, parce que les grands soucis qu'on a tous devant, c'est quand on doit aborder les décisions d'allocation d'un budget qui n'a pas évolué de façon extrême, à travers tous les 360 degrés des points de contact client, comment on fait, quelle est la recette magique pour décider combien on met où et à quel moment. Voilà. Exactement. Ça, c'est une bonne introduction. Oui, c'est parfait. Monsieur Cunir, alors pour la cave de Genève, évidemment, vous avez d'autres problématiques parce que vous vendez des marques, des marques de vin, donc on ne vend pas la cave en tant que telle. En fait, on vend la... Alors, expliquez-moi. Et vous avez un site e-commerce, donc c'est une autre démarche. Mais c'est la même, à part qu'on est plus petit, donc on fait avec moins de moyens qu'une grande banque. Et puis avec aussi des produits qui se retrouvent dans les mains des consommateurs, dans lesquels il y a une expérience client, de par le fait de mettre la bouteille sur la table, de l'avoir en main, de le vivre. Mais il y a 5 ans, la cave de Genève voulait se repositionner parce qu'elle avait une image un peu poussiéreuse. On avait des étiquettes un peu vieillottes et on a cherché justement, et on oscille toujours entre est-ce qu'on parle de nos vins, comme le cœur de Clémence Gamaret, qui était la Clémence avant, qui était l'histoire de Genève, la rue des Belles-Filles, etc. Ou est-ce qu'on parle de la cave de Genève comme terre de culture, comme on l'appelle aujourd'hui, qui est le leitmotiv de la maison. Et en fait, la difficulté pour nous, c'est qu'il y a énormément de gens qui connaissent la cave de Genève, parce que c'est une des plus anciennes caves de Suisse. C'était la cave qui a démarré les appellations d'origine contrôlée en Suisse. Donc il y a tout un historique et de l'émotionnel avec des gens. Alors que les vins, les consommateurs changent, il faut sans cesse venir avec des nouveaux vins. Et donc on oscille souvent entre parler de nos vins, de nos marques, de nos gammes, et qu'on trouve dans les magasins, et parler de la cave comme garant de la qualité. Donc au début, est toujours la marque. Mais on revient toujours avec la cave de Genève, terre de culture. Le digital, c'est des outils, mais c'est pas... Exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde a instauré déjà tellement de... C'est même plus une question, quoi. Pour nous, le digital est une évidence. Si on regarde, on a un site e-commerce où on vend très peu. Je pense que dans l'alimentaire et dans l'e-commerce en général, le vin est encore un des produits qui est le moins acheté en ligne. Parce qu'il est lourd, alors ça, on devrait dire parce qu'il est lourd, on devrait se faire livrer, mais parce qu'il est lourd, c'est cher à livrer. Une livraison dans Genève, c'est 15 francs, on va dire. Donc vous voulez acheter une bouteille, vous ne voulez pas forcément un carton de chez nous, vous voulez peut-être un panachage, mais on sait que ça vient. Donc nous, toute la digitalisation fait qu'en fait, on se prépare au moment, on veut être prêt, au moment où les gens vont shifter. On ne peut pas imaginer que tout le monde va tout vendre en ligne, sauf le vin. C'est pas le site de Coop est fort. Il y a maintenant, tous les grands players ont leur site de vente en ligne. C'est pas que je m'ennuyais, hein. Je viens pas ici à nouveau squatter la scène. Je vais, sous la forme d'une question, vous relancer l'invitation si jamais vous avez aussi envie d'intervenir. Je suis là à votre disposition avec un micro et j'ai une question pour le monde bancaire. Est-ce un passage obligé de se réinventer, de travailler sur son image, de retravailler son marketing, d'aller sur ces nouveaux outils ? Est-ce que c'est quelque chose qui se veut être obligatoire ou c'est une vraie impulsion que de revoir justement sa communication, son marketing, sa présence en ligne ? Chaque impulsion n'est pas simplement de l'envie de réinventer. La réinvention sera nécessaire quand il y a des conditions, à la fois dans les marchés, à la fois dans les clients, à la fois dans les mondes de la regulation, comme on dit, donc la régulation, qui impose de réinventer des secteurs et des activités de business. Donc les secteurs bancaires en particulier, comme la question me concerne, a vécu une transformation séquentielle, je dirais, qui s'est accélérée à partir de 2007-2008, après 2013. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et qui ont emmené surtout le secteur bancaire en Suisse à se repenser ou à réinventer. C'est vraiment la plus grande nécessité aujourd'hui, c'est d'expliquer à travers des stratégies de communication qui sont pertinentes quel est le métier du gestionnaire des fortunes. Il faut les raconter. Avant, il n'y avait pas cette nécessité.
les capitaux arrivaient en Suisse et il n'y avait pas beaucoup besoin d'aller communiquer, d'aller expliquer, d'aller raconter. Les choses ont changé et du coup, le secteur banquier en Suisse, et je dois dire que Lombardier a quand même pris une belle avance, a commencé à raconter son histoire, son expertise, les pourquoi nous sommes ce qui nous sommes et pourquoi nous sommes différents de certains d'autres. Donc c'est pour ça qu'on s'est réinventé. On l'a fait, on a une longue histoire. On est une banque qui est née en 1796 et on s'est renouvelé. Ça, c'était la première partie de mon travail, c'était vraiment comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans les gènes, dans le DNA de cette banque. Et les premiers 3 mois, je les ai passés à étudier ça. Et j'ai vu que 7 fois, dans les années d'existence de la banque, il y a eu des révolutions profondes du système de business, du modèle de business. Et ce qui s'est passé depuis 2007-2008, c'est une autre révolution qui a impliqué et induit à une nouvelle révolution et donc à une réinvention. Et nous avons à ce moment cogné un slogan qui marche très bien, qui s'appelle « Rethink Everything ». Il faut tout repenser, tout remettre en question. Alors Fabio est le parfait élève en fait par rapport aux clients que nous rencontrons. Là, on est revenu sur le contenu et sur la marque, ce qui est le plus passionnant et c'est ce qu'on dit souvent à nos clients. Nous, on travaille beaucoup les tuyaux et la cohérence. On parlera, on a pris un peu d'avance, mais tout ce qui est ventilation et KPI, c'est un vrai sujet. Tous ces sujets de digitalisation participent à créer une confusion autour de ces marques. Et le vrai risque, le premier risque, c'est de la perte de cette cohérence et la perte de ce message et surtout de concentration sur ce contenu, cette marque et cette vision. Et toute l'énergie dispensée à travailler ces tuyaux, ces contenus, ces ventilations et comment le faire savoir. Et la multiplication de ces canaux participe justement à brouiller les pistes et à créer des organisations complexes. Mais c'est effectivement ce qu'il y a de plus passionnant dans nos métiers, le contenu et la marque, ce qui est le cœur du sujet. Je reviens sur le sujet un petit peu plus factuel. On s'est interrogé sur les équipes digitales dédiées, donc sur la maturité des entreprises par rapport à ce digital, l'internalisation ou non de ces métiers et la taille de ces équipes. Alors, il y a un petit biais, c'est qu'on a des répondants qui sont plutôt dans des PME et des ETI, mais tout de même, on s'aperçoit qu'on a à 58% une équipe digitale, c'est dire si la digitalisation et ces expertises et métiers associés sont rentrés au cœur des entreprises, même des petites, avec 0 à 5 personnes, 6 à 10 personnes. Donc on a des expertises qu'on va détailler ensuite. On va aussi sur des photos, sur des studios internes avec la création, la photo, la vidéo, puisqu'on parle des expertises digitales. Mais quand on se retrouve avec une multiplication des canaux, il faut produire. Et la production, la gabegie, j'allais dire, le seuil de production qu'on doit tenir aujourd'hui pour être présent sur ces réseaux sociaux notamment, est conséquent. Et donc ça demande un travail créatif qui ne peut plus, pour des raisons de moyens, je pense que je ne trahis pas un secret, en disant que c'est tellement complexe de pouvoir externaliser l'intégration de l'internalisation ou d'internaliser la création. Je pense que c'est un sujet que vous avez dû rencontrer sur des choix de make or buy par rapport à l'agence, ou en tout cas à ventiler ce qui est fait dehors, ce qui est fait à l'intérieur pour rentabiliser. Je pense qu'il y a aussi, vous savez, chaque marque a des étapes dans son évolution. Donc quand vous êtes en train de repositionner ou de relancer une marque, vous avez besoin d'un certain temps pour l'asseoir, pour l'établir. Donc les contrôles ne peuvent pas être délégués immédiatement dans une externalisation sauvage à 50 000 petites agences qu'après il faut quand même maîtriser, coordonner, organiser et diriger. Donc on fait souvent le choix, dans des moments charnières, de recentraliser beaucoup de ces services pour être sûr vraiment que tout l'orchestre sonne à l'unisson, hein, si on dit ça en français, que tout le monde a compris vraiment quelle est l'harmonie qu'il faut jouer. Et c'est pour ça qu'avec la multiplication des canaux et la nécessité de les entretenir pour arriver à des niveaux d'engagement avec nos cibles qui soient suffisants et satisfaisants, on garde ce contrôle intérieur. C'est vrai, par exemple, chez Lombardier,
il n'y avait pas vraiment d'équipe, ni de ce qu'on appelle editorial content, donc tous les contenus, on ne les avait pas, on les a créés. Les départements du design étaient internes, mais ils étaient plus petits. On l'a beaucoup potentialisé. On a dû s'expertiser dans plein de domaines qui avant étaient effectivement soit pas nécessaires, soit externalisés. On a mis beaucoup de choses en interne. Ouais. Je sais pas si c'est Non, de notre côté, on est une PME de 25 personnes, donc on externalise, mais on a peu d'intervenants pour avoir une cohérence justement. Donc une fois qu'on était clair sur ce qu'on voulait faire, qu'on avait défini l'expression, le logo, le positionnement, les couleurs, le guideline, on a commencé à sous-traiter, à trouver des partenaires qui arrivaient à exprimer ou à faire exprimer ce qu'on avait décidé. Donc on a un photographe, une agence web qui fait aussi une bonne partie du contenu et on fait Je pense que ce qui a quotidien. changé aussi, c'est que lorsqu'on faisait de la communication avant, on avait une agence. Et puis, on ne calculait pas du tout réellement l'impact réel. On avait fait une campagne et on était bien contents, on était très fiers d'avoir fait une campagne. On faisait en sorte que l'affichage soit assez proche des dirigeants de l'entreprise pour qu'ils voient que l'affiche était parue. Il y avait le spot et tout le monde était très content. Et finalement, personne ne calculait rien parce qu'il fallait encore payer pour calculer l'impact. Donc, personne ne payait rien. Alors, est-ce que ça a changé cette culture, je dirais, de la data et de la performance que maintenant, si vous internalisez vos propres équipes créatives, maintenant vous voulez voir si ça a un impact. Alors, dans notre cas, si on passe plus sur le digital que les médias classiques, c'est parce que justement, pour une petite PME, pouvoir mesurer est impossible, à part regarder les ventes. Alors qu'aujourd'hui, quand on est sur les réseaux sociaux, sur le site web, sur la diffusion de contenu, ben on arrive à mesurer, donc on a le sentiment d'à peu près contrôler ou de savoir où on va. Alors c'est un sentiment, hein, Pierre. On est bien d'accord, c'est pour ça que j'ai bien dit sentiment. On va c'est un sentiment versus le print ou autre dans pléthore de magazines dont on ne savait jamais qui sont les lectorats. Ils ont tous un nombre de lecteurs incroyable, surtout dans un canton ou un pays comme la Suisse. Si on met tout ensemble, on pense qu'il y a des générations entières de gens qui font que lire. Sinon, on n'y arriverait pas, c'est pas possible. Alors, je répondis sur... Ah, Fabio, pardon. Juste, vraiment, c'est drôle, mais en fait, tout change et rien ne change. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les CEO ou les propriétaires qui allaient et voulaient voir l'affichage devant son bureau. Maintenant, je les appelle, des propriétaires de la banque qui me disent « Ah, j'ai ouvert ft.com et j'ai pas vu ton banner. » Bon, c'est quand même la même chose, mais en virtuel. Alors après, je rebondis sur vos propos, Fabio, sur justement, une fois qu'on a des dirigeants comme Fabio qui ont internalisé les ressources, les bonnes ressources, et qui ont identifié les besoins d'internalisation, nous, aujourd'hui, on arrive sur des problématiques, justement, où on a des clients qui sont passés de 5 personnes à 50 personnes dans des content factories, de 5% d'investissements digitaux à plus de 70%. Et c'est pas à la marge, c'est assez régulier. Et aujourd'hui, nous, notre travail en tant que consultant, c'est justement d'aller challenger ça. Et c'est commandité par des personnes comme Fabio et des directions d'entreprise pour justement voir si là où on pensait faire des économies, alors la cohérence et l'internalisation pour des besoins de protection, de sécurisation de la marque, de guidelines, etc., il n'y a pas de sujet. En revanche, la multiplication des expertises en interne, aujourd'hui, il faut la gérer. Il faut la gérer déjà dans la façon de la réorganiser ou de l'infuser au cœur de l'entreprise, parce que bien souvent, on les a tous regroupés ensemble, ils parlent tous chinois, ils sont dans un endroit et ils ont excessivement du mal à communiquer avec le reste de l'entreprise et à justement faire passer la bonne parole, digitaliser l'entreprise. Et ce n'est pas 3 labs ou 3 petites formations qui va venir à bout de tout ça. Donc c'est compliqué de gérer ces expertises, sachant que souvent, on se retrouve avec l'expertise qui commandite ou coordonne le contenu et le concept. C'est pas parce qu'on connaît, qu'on code ou qu'on développe, mais comme on a l'expertise et que souvent on la protège, c'est compliqué de pouvoir redescendre avec les directions marketing. Donc on a pas mal de sujets d'ordre de l'organisation à gérer après ces internalisations-là. Et quant à alors j'ai 2 contre-exemples parce que ça a l'air relativement bien organisé et on parle de fournisseurs relativement uniques. On a aussi une multiplication du nombre de fournisseurs et je crois que j'ai
Non, c'était celle-ci. Quand on rentre dans des organisations et qu'on répertorie l'intégralité des fournisseurs, c'est la première mission, c'est de se dire on se retrouve avec un service de 40-50 personnes, 188 fournisseurs pour gérer 15 millions d'euros, 15 millions de francs de budget. Donc c'est ingérable. En coordination et en validation, c'est ingérable. Donc il y a aussi tout ce travail de... Finalement, c'est un coût. Finalement, on n'économise rien. Voilà, c'est un coût caché, exactement. Et après, le sujet que Pierre Igor a évoqué, qui est le coût du digital, en disant on est une petite PME et donc au fond, c'est plus facile pour nous de suivre et de traquer le coût du digital. Malheureusement, ça coûte très cher le digital, puisqu'il y a des coûts TCO qu'on ne maîtrise pas. On voit juste le coût du poste qu'on poste avec la petite entrée d'achat média. Mais le problème, c'est que pour arriver à cette entrée d'achat média, il y a une chaîne qui est immense et le coût du média traditionnel, nous on est des fervents défenseurs du mix et de ce média traditionnel, est bien plus compétitif et ça peut être surprenant. Donc, et le travail de ces seuils de production qui est aussi... Sur les plateformes de marque, alors là, c'est assez drôle parce que nous, bon là, je vais encore avoir des contre-exemples. Pourtant, nos intervenants, on les a choisis, on est ravis de les avoir. Et en fait, ça ne répond pas particulièrement. Nous, ce qu'on découvre au sein des entreprises et des grands comptes, des Fnac, des McDonald's, des Nux, des marques, de véritables marques, on se rend compte que tout le monde a des plateformes de marque, tout le monde a des chartes graphiques, tout le monde a des guidelines, et en réalité, c'est pas si simple. C'est pas forcément sous forme de Bible, c'est pas forcément sous forme d'encadrement, et ça part un peu dans tous les sens. Quand on multiplie les contenus, je sais pas comment c'est tenu chez vous, ça a l'air relativement... En fait, l'avantage que j'ai, je pense qu'en venant du monde du luxe, dans le luxe, l'image est tout. Donc, on est extrêmement maniaque sur le contrôle. Et que ce soit Armani, Ralph Lauren, LVMH, ils sont tous dans le contrôle et dans la centralisation. Dans les filiales, il y a très peu de liberté. Donc, dans la banque, on a appliqué les mêmes modèles. Donc, on est un peu vu comme des spots, des dictateurs. Mais c'est important qu'on se tienne aux règles. Et en plus, les règles sont récentes. On les a remises à plat début 2016. Donc, il n'y a pas vraiment aujourd'hui... Moi, je résiste toujours à la tentation des gens qui disent « Ah, mais on est déjà... Ça fait 3 ans, on va changer... » Non. Vous vivez avec et vous pensez que vous avez déjà fait le travail. Mais pour établir vraiment une image, une identité, un profond qui soit reconnaissable et mémorable, il faut bien du temps. Hein. Il faut vraiment que les gens soient en contact et qu'il y a une multiplicité des points de contact. Donc, on est tranquille et on peut faire plein d'autres choses, mais on ne va pas changer ou déperdre l'identité avec plein de fantaisies et de « je vais inventer une nouvelle chose ». Oui, parce que ce qui est important, c'est que l'expérience client réelle est très différente de l'expérience client en ligne. Et c'est très souvent l'entreprise, la marque connaît parfaitement son client en ligne, mais ne le connaît pas réellement. Et elle ne lui offre pas la même expérience quand elle est vraiment en contact avec lui, alors que le client, quand il est là, c'est là où ça a une vraie valeur. Et très souvent, il y a une dichotomie, d'où l'importance pour vous d'avoir décoré l'immeuble central alors que vous allez avoir un nouvel immeuble. C'est-à-dire les gens rentrent dans la marque. Et vous avez fait très attention à ce que vraiment, cette expérience de marque, on s'assied sur une chaise et on la vit. On est dans une pièce, on la vit. Alors que dans d'autres banques privées, des fois, il y a une très grande dichotomie où ils sont tous sur des voiliers et vous arrivez dans la banque et c'est pas du tout ça. C'est totalement autre. Alors c'est vrai que c'est assez déroutant. C'est clair que pour une banque de récupérer, avoir la chance d'intégrer un professionnel qui a fait son parcours dans le luxe c'est les marques. Donc Fabio a fait de Lombardi une marque. Parce que c'est vrai que, et c'est rarissime. Voilà, cette démarche était déjà très étonnante, quoi. Mais ça démontre. Et pourtant, les clients sont les mêmes. Et pourtant, les clients sont les mêmes, bien sûr. Oui, et le luxe est une parfaite règle en termes justement de stratégie de marque. C'est exactement ce qu'il faut faire. La multiplication des canaux et des postes renforce ce besoin de cohérence et de ce que disait Fabio, de ne pas se faire plaisir avec de la créativité. Une fois qu'on a fait un choix, de s'y tenir pour que le consommateur vous comprenne et vous perçoive et que ça rentre, bien sûr. Et dans une PME, chez nous, c'est un peu différent parce qu'au conseil d'administration, on a une dame spécialisée dans le design qui a son agence à Genève depuis longtemps et qui est un peu la garante de nous éviter toutes les déviances.
Donc en fait, quand nous, au point de vue opérationnel, on décide d'aller dans une direction avec beaucoup d'émotion, on se fait rappeler. Quand on voit le glissement, parce qu'on a fait nous-mêmes les guidelines, donc c'est assez récent, à CAF de Genève, la Bible a été faite, mais de temps en temps, on a de l'agilité qui fait que on range le guide et on l'oublie, puis le conseil d'administration régulièrement se voit et puis dit mais ça là j'ai pas compris. L'italienne aussi un peu l'accent charmant comme toi. Mais vous j'ai vendez pas vos compris produits parce dans que un c'est pas vraiment ce qu'on avait décidé là. Et mais puis on revient. l'environnement dans lequel vous vendez vos produits, vous ne le contrôlez pas forcément. Par contre, alors Et ça, c'est un autre problème. Alors que vous le contrôlez, tandis que vous êtes dans tout d'un coup un supermarché et puis on contrôle pas, voilà. il est mal positionné. Enfin, on essaye, mais il y a trop de points de vente. Ouais. On n'a pas la force commerciale pour suivre partout. Mais on est beaucoup sur les points de vente. Quand le vin est mal servi, la bouteille est sale ou l'étiquette est cornée, autant de chances d'avoir une mauvaise expérience. Mais au moins au niveau de la communication, on essaie d'avoir en tout cas, on a la volonté d'avoir une expérience cohérente et tout est fait pour. Et quand nous on dévie, on a quelqu'un justement qui est pas dans l'opérationnel, qui est dehors, qui se permet de nous rappeler que c'est pas vraiment ce qu'on avait convenu. Alors, de nouveau, je ne tape pas l'incruste. Vous avez toujours à tout moment la possibilité d'intervenir. Et du coup, je profite d'avoir le micro pour vous poser une question à tous les deux. On parle guideline, on parle ligne rédactionnelle. Comment on arrive, alors ça va être très concret, comment on arrive à vendre l'idée qu'il faut suivre ces guidelines, il faut suivre cette ligne rédactionnelle. Et on a deux bons exemples, c'est les tailles d'entreprises différentes, parce qu'effectivement vous parlez de taper sur les doigts, mais plutôt pour ce qui est d'accompagner, convaincre, amener les collaborateurs eux aussi à suivre cette ligne, comment vous vous y prenez? Puisqu'effectivement, rappelez-vous, le thème aujourd'hui c'est marketeur au bord de la crise de nerfs. On reparle de marketing. Alors dans ce cas-ci, je crois qu'on a deux tailles d'entreprise, mais aussi deux positionnements. C'est que moi, je suis directeur commercial, donc moi, c'est d'abord les ventes, avant toute chose. Et dans notre entreprise, on oscille toujours entre le marketing au service de la vente et le marketing comme point central par rapport à des consommateurs. Et on oscille entre les deux. Et puis, dans mon cas, je dirais que moi, je suis le déviant. Et j'ai cette fameuse personne à l'État italien qui peut nous rappeler à l'ordre, parce que je peux avoir des idées, des coups de créativité qui vont permettre de vendre, et on sait toujours que le marketing sous la vente, c'est pas la même chose que quand on a un marketing avec une volonté de garder une ligne et une expérience, et c'est deux antagonismes. Donc lui tape, et moi je dévie, en fait. Je pense que ça va être comme ça, non? Lui, il vend et moi, je dépense. Non, en fait, les points fondamentaux sur lesquels on ne peut pas insister assez, c'est de faire un grand, beau travail sur les fondamentaux de la marque. C'est-à-dire qu'il faut partir de la marque, il faut définir bien quelles sont ses valeurs, il faut définir bien quel est son positionnement. Une fois que vous avez ces cadres de référence, qui est vraiment solide, parce que vous l'avez bien travaillé, ça vient de façon assez naturelle pour l'organisation de rester dans ces positionnements. Je dis toujours, un positionnement, ce n'est pas une prison. Hein, parce que dans la mode aussi, ils me disaient, mais qu'est-ce que c'est ces positionnements? Les positionnements, ce n'est pas une prison, mais c'est quand même un cadre. Donc, c'est un choix. Si vous vous positionnez, ça veut dire que vous vous appropriez un territoire, mais vous renoncez au reste. Vous ne pouvez pas être partout. Parce que vous êtes partout, vous êtes nulle part. Vous êtes copain de tout le monde, vous êtes copain de personne. Donc, il faut rester dans ces cadres. Une fois que vous avez fait le travail sur les fondamentaux de la marque, que l'organisation l'a compris, l'organisation a adhéré, à ce moment-là, vous avez toute la légitimité d'imposer, j'utilise ces mots, d'imposer que l'organisation se tienne dans ces cadres, jusqu'à la prochaine nécessité de réinvention ou repensement ou repositionnement, parce qu'une condition, les marchés ou les clients ou la régulation dans notre cas, nous impose un changement. Mais pour l'instant, depuis 2015, on a fait ce grand travail, on est dedans et on continue la course à l'intérieur avec une organisation que je dois dire, même mes équipes sont très surprises,
l'organisation s'est mise en régime et on avance tous ensemble. Il n'y a pas de dérapage trop important de nos équipes commerciales. Mais vous êtes allé sur des plateformes qui sont des plateformes natives, qui existent, qui ne vous appartiennent pas. Je vous trouve beaucoup sur LinkedIn, donc, où des dérapages sont possibles. Je veux dire, jusqu'à maintenant, vous maîtrisiez votre communication dans des publications ou, disons, des canaux que vous contrôliez de A à Z. Là, vous êtes obligé de sortir de cette zone de confort et pour toucher le plus grand nombre de personnes. Comment vous faites pour, disons, contrôler tout ce qui pourrait arriver de manière négative contre vous? Personne n'aime pas l'expérience d'un vin. Qu'est-ce que vous en faites? Et vous, vos clients? Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour des entreprises comme les vôtres, où finalement, vous contrôliez avant tout votre message. On contrôlait pas tout notre message parce qu'il y a encore énormément de publications qui sont faites par des partenaires commerciaux, les grands distributeurs, dans lesquels on retrouve nos vins. Et pour nous, on a changé donc, presque toutes nos étiquettes et on a restylé certaines, dont le vin qu'on vous a amené ce soir. Et 3 ans après, chez des grands distributeurs dont Terra le nom, je n'arrive toujours pas à avoir systématiquement la bonne photo. Et ça, c'est des millions de vues, ça. Bien plus que tout ce que nous, on peut faire. C'est nos partenaires qui envoient les journaux que vous recevez, qui font les promotions en grande surface. Et quand ils ne mettent pas la bonne photo, c'est horrible. Alors, c'est donc pour vous, le digital, c'est votre manière de pouvoir vous montrer comme vous êtes aujourd'hui? Tout à fait. D'accord. Ça nous permet, et puis, mais on a quand même toujours besoin d'être à l'affût. Il y a moins de dérapages, je rigolais, mais il y a moins de dérapages de notre côté que du côté de nos partenaires. Et on a beau envoyer 10 000 fois les bonnes photos, on ne comprend pas. Alors, en ce qui concerne la protection justement des marques et les dérapages, bon, de plus en plus, on a ces cabinets spécialisés en communication de crise qui gèrent beaucoup toute la sphère et la veille des réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, hier, on avait des stagiaires qui s'occupaient des posts, des petits jeunes qui savaient très bien faire ça, qui étaient agiles. Aujourd'hui, je pense que les marques ont pris conscience que les fautes d'orthographe, l'improvisation et le côté freestyle des réseaux sociaux, ça ne marche plus comme ça. Et on va vraiment de plus en plus vers le contrôle de ce média, bien heureusement, pour pouvoir récupérer le sujet. On va parler un petit peu outils. Pardon, voire sous-traiter, oui, mais toujours contrôler. Ouais, non, une chose est certaine, la montagne de travail que cela impose pour arriver à orchestrer et diriger et contrôler est incomparable avec celle qu'on avait il y a quelques années. C'est bien le titre de cette conférence de ce soir. Il n'y a pas qu'une crise de nerfs, voilà. Voilà, ouais. On parle d'infobésité, c'est le mot. La gestion, la multiplication de ces canaux, elle entraîne de la multiplication de traitements de données qu'on va passer à l'externe, de campagnes qu'on va devoir produire, mais aussi de tout ce que ça génère en traitement interne pour les collaborateurs. Et là, ça devient très, très, très compliqué à gérer. On va parler outils justement qui sont censés être des facilitateurs, les PIM, les DAM, je pense que ça vous parle, les espaces de stockage des assets en termes de photos, de vidéos, de wording, tout ce qu'on peut écrire. On s'aperçoit, donc on va voir combien de pourcentage sont-ils équipés en outils. Alors nous, ce qu'on constate chez nos clients, c'est que principalement on a ces outils, ces PIM, ces DAM, parfois les deux, enfin rarement les deux, parfois l'un ou l'autre. Ce qu'on mesure et ce qu'on voit au quotidien et dans les grands comptes comme de les ETI, c'est qu'ils sont sous-exploités, ils sont utilisés à 10% de leurs possibilités, mal exploités. C'est-à-dire qu'on a cette multiplication de contenu qui est colossale. Sauf que le problème, c'est qu'on a des vrais soucis, et ce n'est pas par les techniques que de dire que l'indexation n'est pas la bonne. Et à partir de là, quand on a 6-7 départements qui utilisent, créent et produisent des assets, que quand on met une photo d'un produit, d'un vin, et que le collaborateur d'à côté en fait une deuxième, il ne retrouve jamais l'indexation, il ne peut pas l'utiliser. C'est-à-dire que tous les contenus qui sont produits, par l'absence de la bonne gestion des outils, parce que c'est nouveau, parce qu'il faut les partager, que ça prend du temps, font que ces assets et ces productions sont sous-exploités, donc utilisés une fois dans un poste. Or, ça pourrait être à 360, comme on dit, ou réexploité, ou dans des banques de données, ou utilisé. Donc, on est un véritable sujet d'outils. Je ne sais pas où vous en êtes de votre côté sur vos PIM, vos DAM, peut-être vous n'avez pas le détail. Nous, on est, en toute honnêteté, c'est une belle représentation. On est à mi-chemin, c'est-à-dire qu'il y a une partie des outils, nous on l'appelle Multimedia Asset Management, donc c'est un MAM,
mais il n'est pas complètement en place. Et il y a certains départements qui l'utilisent plus, mais il n'y a pas encore une centralisation, une compréhension du potentiel d'exploitation de ces systèmes. Donc on travaille aujourd'hui sur rendre cette plateforme vraiment comprise et après utilisée pour être vraiment efficiente, efficace comme il devrait l'être. On a un deuxième souci, c'est que les plateformes se succèdent, la technologie évolue très vite, les annonceurs investissent dans des outils, surinvestissent, rachètent et on se retrouve avec des bouts. Et aujourd'hui, on est plus dans supprimer certains outils et les faire travailler ensemble, les reconnecter ensemble. C'est très compliqué, ça va très vite. Là, on est à l'ère du cloud, donc sur le stockage, c'est un vrai sujet. Il y a un problème de formation. Parce que je pense que aussi, de déploiement de l'outil. C'est-à-dire cette horizontalité dans de la verticalité génère quelque chose qui aujourd'hui est un problème dans les entreprises et on ne peut pas avancer parce qu'on ne peut pas continuer à travailler de cette façon-là. C'est pas possible. C'est-à-dire il va falloir changer tout le mode du travail de toutes les industries. Sinon, ça n'a aucun sens. Enfin, alors on arrive à il y avait une question, non? J'ai cru. Je rejoins tout à fait tes propos, Victoria, et ça nous amène justement au mandat de validation, c'est-à-dire que comment justement toutes ces marques et ces productions de contenu, comment ils sont gérés et l'impact sur l'organisation, qui est le plus gros sujet, puisqu'on travaille sur la performance. Finalement, au fond, la plus grosse source de performance, c'est revoir les organisations, aider les managers et les directions à réorganiser tout ça, les instances, on va le voir après. Mais là, on va parler de mandat, de validation, et c'est vrai qu'on s'aperçoit, comme dans les grands comptes, j'imagine que vous n'allez pas me contredire sur ce sujet, que c'est encore la direction générale qui valide la communication, les campagnes majeures. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous imaginez la complexité, ils ne valident pas les posts, évidemment, ils valident une ligne éditoriale, un principe. Mais tout de même, on s'aperçoit qu'on n'a quand même pas fait grandir l'autonomie. C'est assez compliqué. Je veux dire, à un moment donné, quand même, la visibilité d'une campagne majeure requiert que la direction générale soit confortable avec les messages qu'on met à l'extérieur. Donc moi je ne suis pas surpris. Je ne pense pas qu'on puisse déléguer une campagne qui est la représentation maximale d'un positionnement d'une entreprise et de la marque. C'est une valeur, c'est une énorme valeur. Donc je ne suis pas surpris qu'on demande une validation de la direction générale pour lancer une campagne. Après, comme vous le dites, il y a une telle complexité, multiplicité des canaux, des messages, d'adaptation, des formats, que tout ça doit être délégué. Et c'est la réalité. C'est comme ça qu'après on descend. Alors nous, on ne délègue pas beaucoup. Moi personnellement, je ne délègue pas beaucoup. mais ça va venir. C'est en marchant qu'on avance. On a des... Pardon, Pierre Igor. Non, je t'en prie. C'est à toi. Chez nous, c'est exactement la même chose. Pour une PME, quand on fait nos campagnes, c'est au niveau de la direction générale. Mais nous, au niveau du coup, au conseil d'administration, qu'on valide avec cette dame, justement. Pour que... Je la connaisse. Ouais, vous allez vous adorer. Alors on a des incohérences aussi parfois, c'est-à-dire qu'on peut avoir des validations très précises jusqu'au PLV, in-store, les campagnes, et puis toute la dimension digitale échappe totalement à la direction générale. On commence à prendre conscience encore une fois de l'importance des touchpoints digitaux, mais hier encore, ça n'existait pas. On pouvait avoir une campagne de marque. Au niveau des campagnes programmatiques, qui sont beaucoup basées sur de la B-testing, où on se retrouve finalement à devoir avoir énormément de visuels et on met ceux qui cliquent le plus, qui génèrent le plus de clics. Et là, on commence à se perdre parce que qu'est-ce qu'on cherche? Et je pense que c'est toujours, in fine, c'est quels sont les KPIs qu'on cherche. Parce que si on n'est pas d'accord, et c'est là où personne n'est d'accord... Non, pas encore. Voilà. Qu'est-ce qu'on cherche? Parce que c'est clair que c'est beaucoup plus simple de dire, voilà, on a dépensé tant, mais il y a eu tant de clics. Mais ça, on parlera des KPIs après. On pourrait presque faire une conférence spéciale sur les KPIs, tellement c'est un sujet majeur aujourd'hui. Crucial, voilà. Donc les canaux, on a évidemment interrogé pour comprendre, redéployer tous les canaux. Donc vous voyez, on n'a pas de surprise, rien d'incroyable. Bon, avec une sous-pondération des grands médias, évidemment, puisque le panel est plutôt sur des PME, des TPI, des ETI, donc c'est assez logique. Et dans notre cas, par contre, on est un peu à l'inverse, parce que justement, comme on disait, on a une expérience produit forte.
Et donc les dépenses en sponsoring et en event sont nettement supérieures. Oui. D'être partenaire de grands événements comme l'Open de tennis à Genève ou le Genève Hockey Club ou le football, autant d'occasions de dîner de la Croix-Rouge, de mettre nos vins chez les consommateurs en expérience, en expérience client. Et ce que tu dis, Pierre-Igor, est intéressant puisque le choix, justement, la ventilation de ces médias, de faire un choix véritable, parce qu'on ne peut pas être partout, comme disait Fabio, on est partout, mais on est nulle part, de faire de véritables choix stratégiques, sponsoring, partenariat, et de ventiler avec des prises de position. Choisir, c'est aussi renoncer, donc ça veut dire ne pas être partout. On voit un retour très fort, effectivement, de l'événementiel, parce que c'est un contact réel. Alors, on a vu avec du programmatique, on touche des gens, mais dans le fond, on n'en sait rien non plus. Et un médiaplaneur me disait, finalement, l'endroit le moins encombré, c'est les boîtes aux lettres réelles. Donc, recevoir un courrier de quelqu'un, aujourd'hui, à part des factures, plus personne ne reçoit de lettres. Si vous voulez vraiment toucher vos clients, écrivez-leur une lettre. Ou envoyez-leur une facture. Voilà. Voilà, et dans la facture, vous mettez. Non, parce que là, on est touché, on est vraiment. Mais c'est vrai que je pense que l'événementiel a un grand avenir parce que effectivement, on peut mettre le produit dans la main des gens et puis leur parler. Et vous faites aussi des events. On n'a rien inventé parce que ça coûte beaucoup d'argent. Oui, mais même dans l'événementiel, qui est extrêmement important, je vous dis simplement chez nous, c'est équitable à ce qu'on fait en above the line, donc en communication. Médias. J'adore ce terme. Il n'y a plus personne qui sait ce que ça veut dire above the line. Hein, ouais. Ah, voilà, ça va. Et en fait, les grands défis qu'on avait il y a quelques années, c'était d'expliquer que même si on fait de l'événementiel, ça doit venir à support de la même idée des marques, cette fameuse idée centrale des marques que vous avez établie. Les événements, on peut en faire de tous les côtés. Je peux couvrir les sports, la musique, l'expertise, tout. Nous, on a fait un choix. On a dit, si on a une campagne qui s'appelle Rethink Everything, donc repenser l'entièreté, donc à ce moment-là, il faut que tous nos événements, ou la majorité, soient sur l'expertise. Soit on amène une façon de penser différemment à nos clients. Et donc, on a complètement redirigé, on a coupé tout ce qu'on faisait, les golf, les tennis, on a tout enlevé ça et on s'est recentré sur, on donne du contenu et on donne une philosophie, une perspective sur ce qui se passe dans le monde. Et ça paye, parce qu'à la fin, tout converge. C'est que vous voyez un pub sur les FT, sur les newspapers, c'est que vous voyez sur un réseau social, c'est que vous voyez quand vous allez à un événement, tout converge vers la même idée. Je pense que ça, c'est fondamental, même si on choisit de faire beaucoup d'événementiel, de rester cohérent avec ce qu'on essaie de positionner. C'est exactement ça, avec des vins différents pour chaque type d'événement. Et puis nous, c'est terre de culture, donc ça veut dire qu'on est acteur à Genève, on est la cave principale de Genève avec 300 hectares dans tout le canton. Donc on se positionne comme partenaire de la culture aussi, en plus de la production de nos vins, on est les partenaires de la culture, des événements, de la vie genevoise, avec des vins différents au hockey, au tennis, etc. Ouais. On va pouvoir vous intégrer dans les best practices d'Harpagon, parce que ça résonne ce que vous nous dites. On va parler de KPIs, donc justement c'est un vaste sujet. On a pas mal de missions sur ces sujets-là, justement, pour challenger la pertinence et les ROI de ces médias digitaux. Là, la question, il n'y a pas la question. Ah non, c'est pas la question. Là, on est sur des KPIs utilisés par des marques, les annonceurs, pour mesurer la performance de leur campagne digitale 360. Est-ce que, en termes de, il y a un véritable travail de choix et d'objectif, sachant que justement les KPIs utilisés par nos clients, les annonceurs, n'ont pas forcément été définis versus leurs objectifs par rapport à leur campagne. Je m'explique, entendez par ça, je produis une campagne dans le but de faire venir, de créer du trafic sur mon site ou de faire venir mes clients en magasin. Et ben, je vais m'associer à des KPIs qui seront les KPIs de la société, qui seront l'engagement ou le like, et qui ne seront pas reliés à ses besoins et à ses objectifs. Et en fait, on travaille beaucoup justement sur d'abord aller chercher l'objectif de la campagne, y associer et décliner un KPI qui soit efficient et qui dise est-ce que cette campagne a marché, oui, non, par rapport à mon objectif. Aujourd'hui, on a juste oublié l'objectif.
Comment vous expliquez ça à vos clients, justement? C'est assez étonnant, parce que c'est souvent des choses aussi simples. Ce que j'ai remarqué, c'est quand je parle avec tous les gens que j'interviewe, finalement, bon, on en reviendra, ils sont des fois très seuls par rapport à tous ces outils, tous ces chiffres. Parce que sans compter les faux KPIs qui sont les on est sous des data à n'en plus finir. Mais dans le fond, le truc le plus simple, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est hallucinant. Les clients? Non, mais même eux, même les entreprises, c'est pas très clair. Oui, les entreprises déjà cherchent à produire une campagne qui a un bon ROI. Comment on calcule son ROI? Par rapport à quoi on a fait cette... Enfin, quel a été l'objectif de cette campagne? Est-ce que le ROI, ce sont les ventes? Est-ce que c'est l'engagement, la notoriété de ma marque? Qu'est-ce que je recherche? Au final, on veut vendre. Ah oui, je pense, oui. Point. Ça, c'est sûr. C'est le KPI ultime. Les autres, c'est le chemin pour y arriver. Alors dans notre cas, parce qu'on est... Mais les KPI, ce ne sont pas les ventes. Ça dépend. Ça dépend. Sinon, on arrête beaucoup de choses au niveau du digital. Hein. On coupe 60... On est d'accord. C'est juste, ouais, ça dépend. Mais pour nous, on mesure quand même l'impact sur la notoriété des marques. Ça, c'est les événements. Les gens aussi, les contacts qu'on fait pour ensuite vendre. Vous le pilotez par rapport à vos campagnes? On est quand même très orienté vente. Donc vous avez un tableau de tracking suivi on essaye de voir exactement. Aussi, quand on fait des actions et des grands distributeurs de notoriété, on essaie de voir s'il y a un lien avec les ventes. Non, mais dans votre cas, c'est évident, mais dans le cas d'une banque... Je veux dire, dans le sien, c'est beaucoup plus difficile. Vous ne pouvez pas, je veux dire... Vous pouvez pas. C'est quoi? Quel est votre KPI? Chez nous, c'est une question de taille aussi, c'est évident. Je veux dire, on travaille normalement dans les sociétés qui ont une certaine dimension sur deux niveaux. Il y a un niveau qui est un peu le roof, où on essaye de continuer à apporter de la notoriété à la marque, des valeurs de marque, parce que c'est important. Pour le long terme, c'est super important de continuer à donner des valeurs qui sont pertinentes et rélévantes. Et ça, dans la grande consommation, on l'appelait la campagne média. Ouais? Donc ça, c'était l'advertising. Après, dessus, il y avait la partie promotion. Par exemple, les actions qu'on faisait avec la grande distribution, parce que j'ai aussi un passé dans le chocolat et dans la crème glacée quand même. Et donc, on faisait ça. Alors, dans une banque, c'est un peu différent, mais c'est quand même la même chose. C'est-à-dire que dans l'exigence de repositionner la marque, de donner un nouvel élan, d'avoir une pertinence sur le marché, bien sûr que ce discours de marque qui n'a pas un relief direct sur la vente est très important. Cependant, ensuite, on a besoin d'actions qui amènent du trafic vers nos filiales, vers nos banquiers, ce qu'on appelle les leads. Donc aujourd'hui, nos KPIs ont bougé de awareness. Après, on est arrivé à un parti qui est trafic sur le site. Et aujourd'hui, on pousse encore plus pour avoir des leads, c'est-à-dire des gens qui sont sollicités par les campagnes, par les actions tactiques, prennent contact à travers les différents circuits. On a eu des gens qui nous ont contactés à travers LinkedIn. On a eu des gens qui nous contactent sur hello.com. Donc, on essaie d'avoir de la prospection à travers les canaux sur lesquels on a de l'engagement. Et quelle mesure meilleure d'engagement que quelqu'un qui vous demande de vous rencontrer? Ah non, mais c'est indiscutable. On a plutôt, en fait, au sein des clients qu'on peut rencontrer, des directions qui se retrouvent avec leurs services, qui viennent leur voir en disant cette campagne a cartonné, a vraiment la cartonné. Ah bah c'est bien. Et alors quelles sont les performances, les likes, et enfin, on se rend compte que cartonner versus quoi, le contexte, l'année d'avant, les objectifs. Voilà. Donc, nous, on travaille beaucoup sur la remise en place d'objectifs précis en face des campagnes, en le contextualisant avec la concurrence. Et c'est un sujet qui, en tout cas, est vraiment, alors, sauf chez Fabio, à part chez Fabio, il y a vraiment une maturité, un travail qui est vraiment le bon élève. Vous devez élargir votre terrain. Peut-être que ça vient du luxe aussi, ou de la crème glacée, je ne sais. C'est la crème glacée. Les coupures budgétaires, vaste sujet, les coupures budgétaires. Alors là, la question qu'on a posée à nos répondants, c'est si jamais, en cas de coupure budgétaire, qu'est-ce que vous privilégieriez comme coupure budgétaire? Donc, qu'est-ce que vous diminueriez?
Alors, il y a une réponse qu'on n'a pas comprise, vous avez peut-être la réponse pour nous, c'est arrêter et diminuer le marketing automation. Donc, on n'a pas vraiment compris pourquoi. Je ne sais pas vous l'analyser ni vous le dire. Peut-être que vous avez... Si je peux, moi j'ai trouvé même la première assez drôle. C'est le truc pour s'échapper. C'est des gens, on demande une coupe, on va revoir les process. Ça prendra 2 ans. C'est pas grave. Non, Fabio, là vraiment, je ne peux pas vous laisser dire ça. Un processus, c'est pas vraiment immédiat comme action de coupure budgétaire. Donc, c'est des gens, ok, on se revoit sur les prochaines années, les prochains budgets, on va faire des propositions. Non. Finalement, ils veulent couper ce qui les contrôle. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et les marketing automation, j'ai aucune idée. Moi, j'ai regardé cette ligne et j'ai dit, mais voilà, ça veut dire quoi? On arrête les digitales? Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être l'absence de maîtrise justement du poste qui fait ou que l'investissement paraît trop conséquent par rapport à l'enveloppe globale. On n'a pas su dire. On ne veut pas savoir. C'est ça qui est génial. C'est qu'on veut couper ce qui vous contrôle. Et comme ça, vous vivrez tranquille. Sur les processus, on le verra après. Là, sur les processus plus efficients, Fabio a dit un mot, a dit dans une feuille de route, enfin pour que ça marche, en fait, pour qu'on me suive, j'impose. Et c'est pas un gros mot parce qu'on s'aperçoit que justement dans les processus et dans la feuille de route, si on n'a pas un chef, si on nous dit pas, si on nous donne pas un cadre, on peut pas avoir d'autonomie, 2, on est perdu puisque chacun son job et en fait imposer un cadre, embarquer évidemment, convaincre. Je pense que c'est le première, mais cette notion d'imposer et de fixer ce cadre et de processus, vous le verrez après dans l'autonomie, c'est un sujet. Qui peut être un sujet de souffrance justement quand on parle de crise de nerfs. C'est un des premiers sujets de souffrance, l'absence de cadre. Juste pour remettre les choses en clair, ça dépend de la question. C'est-à-dire si la coupure budgétaire est demandée parce qu'on est face à une crise des marchés, et il faut intervenir immédiatement dans les 2 mois qui suivent, la révision des process, à mes yeux, elle n'est pas adaptée. Par contre, si on est dans une logique de secteur sous pression, où on doit revoir de façon de travailler pour retrouver des économies, là je trouve que les process, c'est lui qu'il faut les faire. Mais il faut se donner le temps pour bien faire ce travail de compréhension des process in place, qui sont en place, et après revoir comment on peut les maximiser, rationaliser, et les rendre plus efficients. Donc ça dépend un peu si l'action est tout de suite, on a besoin, Fabio, on doit couper de 20% des budgets. Je ne vais pas revoir mes processus, je vais regarder qu'est-ce que je peux couper. Quoi. Alors après, le quotidien, la vraie vie de ces grands comptes, c'est plutôt de vivre dans ces coupures budgétaires. C'est une des plus grosses dépenses qui est inutile, c'est de travailler à de la production, de se retrouver. Hier, on faisait un film télé pour 500 000 francs. Aujourd'hui, on fait le film télé pour 500 000 francs. Puis en fait, finalement, on a une coupure budgétaire au milieu. On doit le passer en digital. C'est un peu cher le coût au digital. Donc on a ce quotidien de coupure budgétaire chez les grands comptes et les ETI. Ouais, dans une PME comme la nôtre, c'est un peu différent. On a revu les process en même temps qu'on revoyait la marque, donc on n'a pas beaucoup, en tout cas selon notre point de vue, on n'a pas plus grand chose à trouver au niveau efficience, on n'est pas beaucoup, on fait attention à ce qu'on dépense, on travaille dans l'agriculture, donc un paysan sait ce que c'est un franc, donc notre conseil d'administration contrôle, et puis au niveau quand on a besoin de couper, c'est uniquement parce qu'on trouve que les ventes ne sont pas en phase, qu'on pense que l'année va être un peu difficile, alors on ne peut que enlever des actions d'une manière complètement... je ne vais pas dire arbitraire, mais on enlève celles qui sont le moins importantes. Ou alors, parfois, on ne fait pas ce qu'on avait prévu parce qu'on a mis un peu plus de temps. Bon, on dit on ne va pas accélérer, on va attendre. Alors après, les coupures budgétaires à répétition peuvent être liées à justement des soucis d'organisation aussi. Mais dans une PME, on n'a pas ce cycle de on a fait un budget, et puis après 4 mois, on se rend compte qu'il faut couper, et puis après 6 mois, on recoupe. Et puis de toute façon, on a des réserves partout. Donc, ça fait partie du jeu. On sait qu'on en a sous le pied. On préfère, nous, on travaille avec un budget assez transparent et puis on n'a pas grand-chose à couper. Mais ces coupures sont décidées par les responsables ou est-ce que toute l'équipe peut, justement, en manière intelligible et, disons, en transparence, essayer de voir comment elle peut optimiser? Parce que si on impose des coupures, on se retrouve avec des teams qui commencent à avoir peur, qui sont démobilisés et qui vont finalement tout faire pour que rien ne se fasse. Dans notre cas, c'est très collégial, donc on met tout sur table, on mêle du budget, on demande à tout le monde de participer, de regarder dans son département, dans ses actions personnelles, ce qu'il peut récupérer.
et on fait ça ensemble. Parce que je pense que c'est la clé, c'est vraiment là. Parce Il n'y a pas de frustration, il n'y a pas une exigence. On dit qu'il faut regarder tous les postes et voir où est-ce qu'on peut trouver une annonce qu'on n'a pas faite, une campagne qu'on aimerait bien faire mais qu'on ne fera pas cette année, ou alors on pense qu'elle est vraiment importante et alors il faut trouver autre chose, etc. Ouais, non, je suis 100% d'accord. Je suis vraiment contraire, je résiste toujours les coupes qui sont flat, qui passent partout, dans tous les départements. Donc moi, j'ai toujours appliqué la même logique, une logique un peu plus chirurgicale, une compréhension de quelles sont vraiment les actions stratégiques qu'il faut garder et celles qui sont un peu moins stratégiques et qu'on peut couper. Mais il n'y a pas de 10% de coupe à travers tout le monde. Ça, c'est stupide. Alors nous, on voit beaucoup en coupure budgétaire, en variable d'ajustement, le média. Beaucoup. Ça dessert les marques, forcément. Oui, parce qu'elles ont moins de visibilité, puis finalement, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, oui. Mais ça toujours... Et ça fait des mauvaises négociations, voilà. Ouais. Donc c'est facile à couper, finalement, parce que voilà, on coupe son plan, mais ce n'est pas une solution, finalement. On s'est intéressé au nombre de campagnes médias annuelles on et off. Donc là, vous avez... comparaison entre médias on et off, 56% moins de 10 par an. On a tout de même sur ce panel qui est plutôt vers des, je rappelle, PME et ETI, 10 à 100 par an. On s'est dit que la marge qu'on avait mise dans le questionnaire était un peu large, sans excuse. Donc voilà, il y a quand même une production... C'est aussi que ça a changé la façon dans laquelle on définit une campagne, non? Je veux dire, avant, il y avait la campagne. On faisait la pub sur la télé, la grosse... Alors nous, on fait encore une ou deux vagues de ce type-là, mais la réalité, c'est qu'on a des campagnes très souvent. Je veux dire, un truc dans la mode, par exemple, ça c'est drôle. Vous avez la campagne Cannes ou la campagne Oscar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des influencers et des célébrités, les habiller et les envoyer à Cannes. Ça, c'est une campagne. Vous voyez que c'est plus la même chose, parce que vous avez tellement de canaux, et l'activation de ces canaux, selon les différentes occasions, multiplie aussi ce qu'on appelle les campagnes. Et c'est difficile à comparer, en fait, de secteur par secteur. C'est juste, d'où la crise de nerfs. On n'est pas le même, hein, sur le digital et l'autre. On s'est intéressé aux posts, à la quantité de posts, sur Insta, sur Facebook et sur Twitter. On s'aperçoit quand même, si on fait des petits calculs rapides, qu'on a sur Instagram et Facebook quasiment 2 posts semaine, sur encore une fois ce panel, 2 posts semaine pour quasi 40% du panel, ce qui est quand même beaucoup à tenir. Twitter, ça reste tout de même un... Je ne sais pas comment vous l'utilisez chacun, mais c'est tout de même un média corporate, de crise ou parole d'entreprise, de chef d'entreprise ou de directeur de la communication. C'est une voix un peu particulière. On peut pas... Nous avons franchement, les réseaux sociaux, avant 2015, chez Lombardier, ils étaient assez limités dans l'utilisation. On a énormément fait et on en a énormément appris. Et pour nous, dans la banque au moins, la segmentation est assez nette et claire. Donc les Twitter, c'est une prise de parole consciente et immédiate. Donc l'instantanéité, la pertinence du timing est très très importante, et de façon aussi importante que les contenus. C'est vraiment important, parce que si ça arrive trop tard, ce n'est plus intéressant. On il y a vraiment chaud. Facebook, c'est un outil qu'on utilise très peu dans la banque. C'est trop peu contrôlable comme environnement. Et pour l'instant, on teste, on testique. On se garde un peu en prudence. Et Instagram, ça a été la grande surprise et satisfaction personnelle, parce que j'ai vraiment voulu investir en Instagram parce qu'on avait une campagne très visuelle par rapport à d'autres banques, donc c'était un vrai territoire de différenciation. Et aujourd'hui, on est vraiment des leaders absolus dans notre secteur en termes à la fois de likes, d'engagement. Et c'est une très, très belle satisfaction, mais les pouvoirs, c'est l'image. C'est-à-dire que si vous avez pas les visuels adaptés, qui sait accrocher les regards et du coup stimuler l'engagement, ça ne marche pas. Vous avez les plus beaux contenus, mais s'il n'est pas supporté par un super visuel, ça ne marche pas.
Fabio, je vous ai vu sur Facebook, hein, Lambarodier. Oui, on teste. Oui, C'est bien, testez on est bien ciblé. Sur LinkedIn, Ah, sur c'est bien LinkedIn, ciblé. c'est- LinkedIn est très très bon aussi. Chez nous, c'est sur Twitter, pas du tout. On n'y est pas et on est sur Instagram et Facebook avec, comme disait Fabio, sur Instagram plutôt des visuels. On a refait toute une série de photos avec un photographe à Genève pour renforcer les relations terroir-agriculteur, etc. Parce qu'on voulait remettre l'agriculteur au centre, le viticulteur au centre de notre communication. Donc on a toute une série de portraits des familles de viticulteurs de la cave en noir et blanc, et c'est plutôt vers là qu'on communique. Et puis Facebook, on communique essentiellement nos événements, ou un post un peu, je dirais un peu corporate, qui donne des infos sur la vigne, sur le vin, mais surtout les événements. Alors nous, quand on a une commande sur Challenger un plan média, justement, on s'aperçoit, je vais donner un petit exemple qui sera assez concret, une marque de la grande distribution qui a fait une campagne qui a décliné 2500 versions de sa campagne sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ce seuil de production. C'est-à-dire qu'on est passé de 5 personnes à 50 personnes dans les Content Factory, de 5% de ces investissements à 50%. Et nous, aujourd'hui, des cabinets de conseil, nous arrivons et nous disons, et nous avec des datas, avec des calculs de personnes qui ne font que ça, travaillons les seuils de production. Il y a un moment dans la courbe où il faut s'arrêter, parce qu'après, ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire on a fait le job, on a atteint ce seuil. Au-delà, on perd son argent. Voilà. Donc, on est plutôt dans une ère où on dit pas trop, ou bien, ou en cohérence. Autrement dit, on parle quand on a quelque chose à dire. Parce que c'est vraiment ça. Je veux dire, inonder les gens, nos clients, les auditeurs avec plein de messages qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vraiment à dire, ça c'est contre-productif. Génial. Je vais faire un peu de sport. Allez, vous êtes deux. Bonsoir, merci. J'ai une petite question. Une partie de réponse, je l'ai déjà. Je vais poser la question, quels sont les canaux digitaux préférés? J'ai une partie de réponse. C'est plutôt Madame Marianne Müller. Quelle est, en général, votre expérience, quel est le canal digital le plus utilisé? Je prédis une chose, pour ma part, pour mon expérience, je mets un nouveau site, je mets des Facebook, et c'est bon. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Dans quelle tendance? On a encore le site internet Facebook, ou justement on va Instagram, Twitter Alors, il n'y a pas une réponse unique, malheureusement, selon les secteurs. C'est-à-dire que là où, chez Lambarodier, on teste un Facebook, les marques de mode sont sur Facebook, en grande majorité Instagram. Donc, c'est vraiment, la réponse, elle est plutôt par secteur et par touchpoint que, voilà. Mais globalement, Facebook et Instagram sur les marques, on va dire, mode, retail, assez prédominantes. Et après, voilà, la réponse est un peu mitigée, partagée. On a des marques, Lambarodier teste, on a des marques qui n'iront jamais sur Facebook, jamais. Après, de façon plus générale, on peut dire qu'il y a des tendances macro sur les différents réseaux sociaux. Et du coup, on sait que Facebook stagne un peu. Instagram, ça fait partie de Facebook et ça monte de façon très très forte. Il y a quelque chose qui émerge, je ne sais pas si vous êtes familier, si vous avez des enfants qui ont 8-10 ans, c'est TikTok. TikTok, c'est énorme. Moi, je suis dessus maintenant. Pour contrôler ce que les enfants font. Donc, il y a TikTok, qui est les nouveaux Facebook à matrice chinoise. Twitter souffre et LinkedIn prospère. Ça, sachant que, en fait, c'est pas tant le secteur qui dirige, c'est la cible du produit qui guide les réseaux sociaux. Et après, on a des réseaux sociaux qu'on a vu émerger et disparaître, et certains qui continuent à se tenir. Donc voilà, il y a un suivi des évolutions de ces réseaux. Bien regarder la typologie d'âge. La cible, ça, c'est vraiment important parce que il y a des grands switches aujourd'hui. Facebook vieillit. C'est plus les jeunes. Facebook, c'est plus les jeunes. Et aujourd'hui, même un LinkedIn évolue qui devient plus social alors qu'il était vraiment très B2B, où on commence à... Snapchat, vous avez Snapchat est aussi très jeune, mais là... C'est plus jeune. Voilà. Ouais. Donc voilà, après, il faut d'abord regarder qui vous voulez viser. Et puis parler cette langue, parce que chaque réseau social a quand même son langage. Et il ne faut pas oublier que vous pouvez taper juste, mais si vous ne parlez pas correctement la langue du réseau social, vous serez faux.
Ça me donne l'occasion de vous dire qu'il vous reste 15 minutes, comme pour madame et monsieur. Merci pour la question, pour interagir. Voilà, je continue à Un faire maître du de sport. cérémonie là qui nous voit. Et on voit surtout que les réseaux sociaux attisent. Oui, parce que voilà, c'est les gens courant. pensent que. Bonsoir. J'aimerais juste savoir si vous rentrez par exemple les influenceurs ou YouTube dans le digital. Ah oui, complètement. Les Les influenceurs, influenceurs aussi, parce que vous ne les avez pas du tout mentionnés en fait dans les réseaux sociaux. ça fait partie des réseaux sociaux. Enfin, pour nous, c'est comme parler des journalistes pour la presse. Ils font partie de c'est intégré, quoi. Là, on est un peu sur ce sont Les des gens takeovers, qui commentent des choses. On Tandis que là, attend, dans la logique, on est plutôt sur des entreprises qui parlent d'elles-mêmes. Ouais. Alors, s'il y a de la vidéo, et même si c'est sur YouTube, ce sera intégré ou sur un site ou bien sur... Mais il y a un sur- budget dans les entreprises pour Voilà. les influenceurs. Aujourd'hui, ça rentre plus dans les cellules RP, où on avait le média traditionnel avec le journaliste. Les influenceurs, c'est les journalistes d'hier. Donc on a véritablement des enveloppes dédiées pour des takeovers, pour des... Exactement. Nous, on fait du placement de produits chez des influenceurs. Il peut y avoir un retournement aussi sur ces sujets-là, hein. Nous, on veille beaucoup et on a des études qui viennent aussi des pays nordiques, par exemple. Et les influenceurs, il y a pas mal de polémiques, justement, sur ce sujet. Et les marques le font, beaucoup les marques de mode et de retail, mais il y a une prudence. C'est quand même un jeu dangereux dans lequel on peut avoir des surprises. Ça devient plus que du sponsoring, hein. Ils sont rémunérés, il y aura bientôt des agents d'influenceurs. Ah ouais, moi j'étais très surpris dans les dernières visites que j'ai faites par des media agencies, dans des grosses centrales d'achat, de voir qu'aujourd'hui il y a vraiment des grilles avec des coûts qui dépendent de qu'est-ce qu'on demande, donc en quelle fréquence. Et les Le nombre de influenceurs, followers. la grande tendance, en fait, c'est qu'on a eu la chasse au nombre de followers, après des likes. Après, il y a eu ces grands peurs, parce qu'à un moment donné, il y a eu Instagram qui a communiqué qu'il allait enlever dans certains pays la visibilité du nombre de likes. Donc, du coup, l'influenceur, il était jugé comment? Parce qu'on a des faux followers, en fait, des gens qui vendent des followers. Ouais. Et réjouissez-vous, Facebook va peut-être aller aussi dans ces directions Voilà. pour virer le compte des likes. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, la grande tendance est revenir à des choses de proximité. On a parlé des événements. Là aussi, les influenceurs, à la place de prendre des influenceurs, Kylie Jenner, qui a des millions et des millions de followers, mais on ne sait pas qui ils sont, comment ils sont, d'aller sur des micro-influencers qui ont vraiment une emprise sur des publics plus locaux, sur lesquels on peut mesurer plus directement quel est le return on investment, le retour sur investissement. Mais je suis d'accord avec vous, on sous-estime YouTube parce qu'il y a un autre langage. Et les gens qui commentent et qui ont leur propre chaîne et qui racontent des choses, on ne les suit pas assez. On n'est pas cette génération-là. Et ils ont une autre façon de raconter les choses. Et ces gens-là, demain, ce seront eux les consommateurs, c'est eux qui tireront. Et si on n'apprend pas à la façon dont ils expliquent, et je pense que vraiment ça vaut la peine d'apprendre, C'est parce clair. que comment est-ce qu'on parlera? Tous ces jeunes sont habitués à écouter ces gens. C'est pas que des influenceurs, c'est des gens qui leur racontent plein de choses, et on ne sait pas. C'est-à-dire, on problème n'écoute pas. C'est comme si ça n'existait pas pour nous. Et c'est une grave erreur. Et je pense qu'on sous-estime ce média. Je suis absolument d'accord. Pourquoi on le sous-estime et pourquoi on a du mal à le traiter, ou pourquoi les marques ne le font pas, c'est que ça fait partie d'une politique du buzz qui ne se prévoit pas, et qu'un gars derrière dans son garage qui va faire un truc drôle avec un chat va récolter bien plus... Mais il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a des Non, gens non, il qui y a pas que racontent, il y a des experts Il y a même en finance, en Ah oui, cuisine, il y a en tous les n'importe sujets, quoi. mais Alors, il c'est n'y a un pas une ton qui maîtrise. est tellement particulier. Alors nous, quand on regarde ça, on tombe des nues, on dit on va quand même pas faire ça. Moi, je vois, quand j'essaie de faire mes petits trucs, mes petits podcasts, là... Les tutos sont intégrés, tout ce qui est tuto, etc. Ça, c'est là, vraiment intégré. C'est un truc qu'on doit analyser. Finalement, on ne vit Mais pas... c'est plus intégré dans les sites des marques. C'est justement Voilà. ces publications YouTube et exploité commercialement dans les sites des marques qu'en tant que chaîne YouTube, ils n'ont pas encore Mais la ça, maturité c'est pour aller tenir une chaîne YouTube. Je pense qu'on n'en est pas là. Et peut-être qu'on... Fabio, avec sa chaîne YouTube qui Ouais. expliquerait la finance, il aurait un succès dingue. Mais alors là, La finance et pour les... peut-être finance- vous gagnerez la plus finance pour d'argent que de travailler dans finance pour une les- banque. La hein. finance pour les gens de la mode. Mais oui, mais Qui aime la crème au chocolat. Ah, et une autre question. J'avais pas vu. Voilà le micro. Merci beaucoup.
Sur l'une des slides, enfin une des dernières slides où vous parliez des KPI, vous avez mentionné la notoriété de la marque et le poids de la marque. Enfin, je me rappelle plus exactement de la dénomination. Sachant que ces analyses-là sont assez particulières, prennent du temps et sont chères et coûteuses, j'aimerais savoir comment vous analysez chacune de vos deux entreprises, analyse ces KPI. Merci. Comme ça, tu peux réfléchir un peu. Fabio. Elle est très rapide. Vous avez totalement raison, madame. Ces études qu'on faisait très largement quand j'étais chez L'Oréal ou chez Unilever, on ne les fait pas du tout chez Lombardier. Ce n'est pas un KPI pour nous. Parce que de toute façon, on connaît très bien notre cible des clients. On connaît les clients, on n'est pas dans les mass market. Donc, on n'a pas vraiment besoin du taux de notoriété. Ce qui est important, c'est les valeurs que ces clients, prospects ou actuels, associent à notre marque et les services qu'on peut leur offrir. Donc, on n'investit pas sur les études de notoriété. Nous non plus, parce que de toute façon, simplement, on n'a pas les moyens. Donc, mais par contre, on espère pouvoir avoir des impacts à court et moyen terme, c'est sur les ventes. Et par canal de distribution. Donc on voit quand on est très actif, par exemple dans les événements corporate, on voit le secteur qui se développe à terme. C'est la seule manière dont on a pour mesurer, mais sinon on est incapable de les mesurer. Oh non, pas moi. Le pourcentage soit comme ça élevé de... Alors je retourne. de KPI utilisé. C'est 39%, je crois, et l'autre, je ne me rappelle plus. 39%. Je suis désolée. Alors, 39... Comment ça se fait qu'il y a... Non, mais c'est pour ça que j'ai dit, Henri, quand on est chez L'Oréal, chez Unilever, on a des études de marque chaque 3 mois. On a même la part de marché par rapport à la part de notoriété. C'est un des critères fondamentaux pour savoir comment se porte une marque dans la grande consommation. Quand vous allez dans le luxe, ça se perd complètement. Et quand vous allez enfin dans la banque ou dans les plus petites sociétés, c'est un luxe. Et si je dois choisir, franchement, entre dépenser 5 000 francs pour faire une étude internationale sur l'entourage des marques dans 4 ou 5 pays, plutôt que les investir en réseaux sociaux, influencers ou autres, je vais sur... Là aussi, moi, je suis un peu plus sensible à faire des choses qui sont un peu plus pertinentes et impactantes, plutôt que trouver des choses qui nous font peut-être plaisir, mais pas fondamentales. Alors, on a un petit avantage, je n'étais pas tout à fait honnête, c'est que depuis qu'on fait du média sérieusement, on a parfois nos partenaires, par exemple les FT, fait des études une fois par an, et il nous met dans sa grille omnibus, donc on voit quelle est la notoriété sur la cible de lecteurs du FT dans 2 ou 3 pays en Europe. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment ce auquel j'étais habitué quand on faisait ça sérieusement. Il y a des centrales d'achat média aussi qui... Non ? Pas pour le budget. Pas pour... Alors, j'ai 5 minutes, donc juste pour... donc on va passer relativement rapidement sur le temps passé opérationnel et stratégique. C'est un vrai sujet, mais on ne va pas rentrer dans le détail, puisqu'on n'aura pas le temps et que la conclusion, elle est plus importante, je pense. L'idée, c'est quand même de se rendre compte qu'avec cette multiplication, on a un temps opérationnel versus le stratégique, qui est totalement à 70% quasiment en meeting interne et en réunion de coordination et de validation. 70% du temps sur des directions opérationnelles, stratégiques, marketing. C'est compliqué après pour penser la stratégie, avoir une vision et adresser vraiment les sujets de créativité. C'est vraiment notre job quand on retravaille des organisations aux côtés des équipes. La première commande, c'est le time to market. Libérez-nous de la bande passante, qu'on puisse... faire notre job, comment on nous ressente sur notre cœur business. Alors, dans notre cas, c'est un peu différent parce que la créativité stratégique, on le fait à l'heure de l'apéro. Et
Et de l'apéro, c'est tous les jours. Et le vin donne des idées. Et le vin, c'est prouvé, libère. Il y avait une étude dans Harvard Business Review qui montrait qu'il faisait résoudre des gens des problèmes complexes, une partie sans alcool et les autres avec des verres de vin jusqu'à 0,8 d'alcool, la limite, et que ceux qui étaient à 0,8 étaient beaucoup plus performants. Moi, je suis totalement d'accord. Je me suis opposé. J'avais un chef, jusqu'à il y a quelques mois, qui m'imposait des réunions à 8 h du matin de créativité et stratégie. Et je lui dis, si tu veux vraiment mon apport de créativité et stratégie, faisons le rendez-vous à 8 h du soir autour d'un verre. Et là, ça va cartonner. Je vous laisserai découvrir les verbatims sur le blog d'Harpagon, parce qu'on ne va pas avoir le temps de les passer dans le détail. En revanche, rapidement, les gens sont plutôt heureux au travail. Ils ont plutôt, donc là c'est le désir de formation et de changement, bah non, ils veulent pas changer, ils sont contents. On a plutôt un public de passionnés, malgré toute cette multiplication et l'abondance des technologies, on a plutôt des collaborateurs qui sont heureux de ce qu'ils font et qui le font bien. Et le désir de formation sur le digital et la data, on a envie de dire, tout le monde n'a pas besoin de faire du programmatique pour être compétent. Il faut arrêter cette pression et cette dictature du digital, chacun dans son rôle. On n'est pas obligé de tous comprendre, connaître dans le détail la data pour l'adresser. Ce sentiment de solitude au travail, il existe. Et il y a un sentiment de travailler dans l'urgence. Je crois qu'on ne peut pas parler de ces métiers-là sans parler d'urgence. On ne travaille que dans l'urgence, d'où l'idée de cette bande passante à libérer. Et le sentiment de solitude existe. Même si on est tout le temps dans les réunions. C'est intéressant. Peut-être. Oui, vous êtes tout le temps en réunion et vous n'êtes pas en petite réunion, vous êtes en réunion à 10, à 15. C'est ça qui nous explose les budgets de fonctionnement des entreprises. La coordination est générée par cette multiplication et la validation aussi. C'est un vrai sujet. Pareil, les instances, on les diminue le plus qu'on peut dans nos missions. Le sentiment de réel pouvoir, bah oui, on l'a à 68%. On est heureux au travail à 74%, donc c'est quand même une excellente nouvelle pour nos métiers. Dans un cadre de travail avec un niveau d'ambiance générale bon, très mauvais à 8%, ça reste quand même correct. Excellent à 15%. Un niveau de stress et de pression, ça c'est assez drôle, c'est qu'on est heureux au travail, on a un niveau d'ambiance qui est bon et pourtant on est quand même relativement stressé et il y a de la pression. Ça on le sait, les métiers, les livrables qu'on doit produire génèrent ça. Le niveau de confiance est élevé et très élevé, donc c'est plutôt très bon. Le niveau d'épanouissement, je vous laisse voir que ça fonctionne aussi. Ça, c'est une évaluation par soi-même de ces différents départements et je le passe rapidement. Vous y aurez accès. On est humble, mais on est quand même content de ce qu'on fait. Donc globalement, c'est plutôt positif. On a plus de doutes sur les sujets. Alors achat, tout ça, ça roule. On a plus de doutes sur les sujets. On se cherche plus sur les réseaux sociaux. On dit correct. On n'ose pas dire. On dit très bon sur le web et les sites. Ça y est, les sites, c'est rentré. Voilà. Sur l'efficacité des canaux, on dit correct parce qu'en fait, on ne sait pas bien. Donc, on se cherche. Sur le suivi des résultats, on dit moyen et on a raison. On a raison de le dire parce que c'est notre sujet, fameux sujet des KPIs. La connaissance des consommateurs, c'est plutôt positif. La gestion de la relation client, les relations publiques. La petite conclusion pour prolonger le débat ensuite, peut-être lors du cocktail. Voilà. Donc c'est de dire qu'en effet, cette digitalisation, elle nous a amené plus de canaux, plus de contenu à produire et à traiter, il ne faut jamais l'oublier, plus de métiers, plus de prestataires, plus de dépenses et plus de coordination et plus de silos. Ça, c'est tout le plus. C'est dingue, parce que normalement, ça aurait dû enlever les silos. Voilà. Non, on est totalement en silo. Notre travail aujourd'hui, c'est de désiloter les entreprises et d'horizontaliser les organisations. Les conséquences, c'est qu'on a parfois des mauvais investissements et qu'on dépasse ces seuils de production, qu'on ne sait pas que ça coûte cher parfois. On a un éloignement de l'ADN des marques, sauf Fabio, avec une perte de cohérence, sauf Fabio. Et même Igor, il s'en sort bien quand même, Pierre-Igor. Une confusion des mandats, c'est un sujet, on ne peut pas le développer ce soir, mais les mandats, les responsabilités et les mandats, c'est aussi très compliqué parce qu'ils sont partagés. L'autonomie réduite, due à cette multiplication des expertises. La saturation de ce temps de travail, personne ne démentira que ça devient compliqué. Surtout en gestion interne et en reporting. Aujourd'hui, on ne peut plus adresser autant de reporting si on veut être efficace avec cette perte d'agilité. Et les pistes, les leviers d'amélioration qu'on adresse et qui sont réels, c'est la stratégie, la vision. Fabio l'a dit, c'est
comment on redescend. Il est l'exemple parfait du touchpoint cohérent sur tous les sujets. C'est comme ça qu'on réussit une marque, et ça, on ne cesse de le répéter. Les organisations, c'est le premier enjeu, les processus, les outils, les achats, les compétences. Évidemment, le mindset des collaborateurs. On a des vrais accompagnements sur le mindset, sur comment redonner de la confiance à des gens qui n'étaient pas justement sur le digital, comment remixer justement ces deux cultures. Travailler beaucoup en binôme. On enlève des strates de hiérarchie aujourd'hui pour faire gagner en agilité. Donc voilà, ce mindset, il est important. Et après, les axes de travail, il y a 3 mots, puis je ne vais pas être longue, c'est décider, simplifier, choisir. Le choix, il est fondamental. Je commence par le 3 parce que Fabio l'a évoqué beaucoup. Alors non, il a évoqué beaucoup décider, affirmer une vision de marque et un ADN unique. Ça, c'est la base de tout, avant même de parler de Canal. Descendre cette feuille de route auprès des collaborateurs, donc l'imposer, les embarquer, puis après l'imposer pour ceux qui ne seraient pas embarqués. Clarifier ses mandats pour que chacun sache ce qu'il a à faire et simplifier les organisations en horizontalisant, en réduisant ces instances. Aujourd'hui, on travaille avec des collectes d'instances pour les réduire ligne à ligne, réduire le nombre de collaborateurs, le nombre d'instances, la durée des instances, en allégeant les processus. Cette digitalisation a conduit à faire de nombreux processus. Aujourd'hui, on revient sur ces processus pour les calmer, les simplifier, les raccourcir. Et en nouant, et ça c'est un sujet important, de véritables partenariats. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises avec des multiples prestataires. Il faut des partenaires. Il faut être bien entouré. Il faut oser mettre ses œufs un petit peu, pas que dans le même panier, mais quand même, et se rassembler un petit peu pour avoir des professionnels à vos côtés. Et enfin, choisir. Et l'idée majeure, c'est recentrer les équipes sur leur cœur business. C'est que chacun travaille sa valeur ajoutée. Et enfin, challenger son ROI, ces fameux KPIs. Voilà. Et après, il faut y s'y tenir. C'est-à-dire tout ce qu'on a décidé, on le fait dans la durée, avec des partenariats stratégiques. Merci. Merci beaucoup.